On cherche à comprendre. Marie Agoyer sur RCF Anjou. Et chaque soir de la semaine sur notre antenne, nous essayons donc de comprendre un sujet qui nous concerne tous. Cette semaine, on décortique cette question autour des pesticides et puis du bio. Et surtout, ça va être l'angle de ce soir, des attentes des consommateurs dans tout cela. Est-ce qu'on a tous les moyens de manger bon et sain ? Quelles sont les approches marketing ? Est-ce que aussi c'est un problème de riches, de bobos, de gens de la ville ? Et puis, quelle viabilité à grande échelle ? Pour en parler, Benoît Hutzinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, ancien chargé d'affaires en banque pour les grands comptes, type coopérative agricole, grande distribution. Aujourd'hui, vous êtes agriculteur en polyélevage, polyculture, sur une exploitation d'une centaine d'hectares dans les Mauches. Ça s'appelle la ferme, pas la flemme, sûrement pas, la ferme des Blotières. Et donc, vous êtes en bio. Nous avons aussi en duplex Dany Witt, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Rennes, spécialiste des questions de gestion marketing. Et puis Christiane Lambert est avec nous toute cette semaine, ex-présidente de la FNSEA et aussi du COPA, l'organisation qui représente les agriculteurs européens à Bruxelles. Vous élevez aussi dans le Haut-Anjou des porcs. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Deux débatteurs fidèles au poste, Maître Elzéar de Sabran. Bonsoir Maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Et puis Johan Glessner. Bonsoir Johan. Bonsoir Marie. Directeur adjoint de l'école d'enseignement supérieur de l'IRCOM. Bastien Lallier, journaliste chez nous. Bonsoir Bastien. Lallier. On va y arriver. Merci donc d'être avec nous. Quitte à parler des consommateurs, eh bien, on a fait un truc un peu dingue, on est allé à leur rencontre, ouais, surtout vous. C'est ce qu'on aime bien faire, les journalistes. Je suis allé sonder quelques Angevins sur leurs habitudes alimentaires, essayer de comprendre ce qui détermine en règle générale leur acte d'achat. Et sans grande surprise, eh bien, nombreux comme Sandrine m'ont indiqué que... Peut-être le prix quand même. Par exemple, j'ai arrêté d'aller faire mes courses dans un magasin bio parce que mes revenus... parce que c'est quand même plus cher. Mais le prix, je pense, le prix, ouais. Bah oui, les temps sont difficiles économiquement pour beaucoup de ménages, mais Julien, lui, ne veut pas faire l'impasse sur la qualité qui rime avec bio, selon le trentenaire. C'est certain, c'est meilleur, ça a plus de goût, c'est plus agréable à manger. Je suis dans la restauration et franchement, on va goûter plein de produits, c'est les bio qui ressortent en général. Oui, mais plus que le bio, la plupart des personnes rencontrées dans la cité angevine insistent davantage sur les circuits courts comme critère essentiel à l'achat. Mathilde. C'est d'abord la provenance, je dirais. Enfin, déjà, dans tout ce qui est légumes, etc., mais c'est de privilégier l'origine France, encore plus locale si on en a la possibilité. Et après, le prix aussi, bien sûr. Bah oui, le prix, toujours le prix, quoique pour Nadine, ce qui compte avant tout, c'est me faire plaisir. Le produit, je le vois, je le prends. Je ne vais pas regarder l'étiquette. Peu importe tous ces produits, oui. Je ne fais pas forcément attention. Bio ou pas, de toute façon, cette mère de famille n'y croit guère. Et ça peut paraître assez surprenant, Marie, mais elle est loin d'être la seule. À l'image de Marie-France, retraitée, près de la moitié des personnes que j'ai croisées expriment des doutes sur le fait que le bio puisse être meilleur pour la santé. Il y a certaines choses que j'achète peut-être bio, par exemple, j'achète des fois les bananes bio, mais autrement, non, parce que je lave mes fruits, je lave mes légumes, et des fois c'est dit bio, et puis c'est pas plus bio qu'autre chose. Je me méfie. Le bio dans le temps, oui, j'en aurais acheté, mais maintenant, je vois pas la différence. Voilà, qui va sûrement faire plaisir à Benoît Hutzinger. On voit qu'il y a du faux bio. Après, en tout cas, beaucoup... ont le sentiment que de toute façon, si c'est pas bio, c'est raisonné, Marie. Oui, merci beaucoup Bastien d'avoir fait pour nous ce petit échantillon. Vous êtes surpris de ce qu'on entend, Benoît Hutzinger ? Alors, non, on l'a vécu en direct, entre guillemets, on le voit. Vous savez, nous, on vend tout en circuit court à la ferme. Et donc, en fait, le retour des consommateurs, on l'a avant les enquêtes, en fait. On s'en rend compte. Tout ça. Oui, vous les voyez pour du vrai. On les voit, on discute, on se rend compte aussi de la façon dont nos produits partent. Et on arrive toujours à tout vendre, mais il faut parfois aller chercher le consommateur là où il est. Et là où il oriente, du coup, ses consommations. Ses achats. Est-ce que Dany Witt, vous êtes surprise par ce qu'on a entendu, vous qui êtes dans ces études marketing aussi ? Non, absolument pas, malheureusement, parce que sur l'année 2024, quand on sonde les consommateurs et qu'on leur demande les critères les plus importants, eh bien pour 80% des consommateurs, le prix fait partie des 3 critères les plus importants, suivis de la qualité, de la durée de vie. Et l'impact sur l'environnement n'arrive qu'en 6e position. C'est important pour seulement 10% des consommateurs. Donc non, je suis absolument pas surprise.
Et de la même manière, quand on interroge les consommateurs, alors toujours sur l'aspect de la consommation alimentaire, et qu'on leur demande les engagements les plus importants aujourd'hui, éviter les pertes et le gaspillage, c'est le premier critère important pour plus de 2/3 des consommateurs. Donc, on voit quand même qu'il y a une tendance de fond qui tourne pas mal autour du prix. Et consommer des produits qui utilisent moins de pesticides, ça arrive en 7e position seulement chez les consommateurs. Ouais. Johan Glessner, vous avez un avis certainement sur la question. J'ai un avis et puis j'ai des pratiques. Vous êtes concerné. Parce que je me sens très concerné par toutes ces questions. Alors d'abord, je fais un petit témoignage, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais donc, nous avons décidé en famille d'être membre d'une AMAP, donc d'être associé à une association de maintien de l'agriculture paysanne, donc des circuits courts de proximité autant que faire se peut. Circuit court, ça veut dire qu'il y a moins de 2 intermédiaires entre l'agriculteur et nous. C'est du militantisme. Très clairement, c'est du militantisme. Parce que dans le quotidien, c'est galère. C'est galère au sens où on apprend à vivre avec les saisons et effectivement, on mange du chou du 15 septembre au 15 juin. Donc il faut... Et ça va ? Eh bien, écoutez, le transit marche bien. Vous avez très bonne mine. Non, mais en fait, voilà, faut accepter que effectivement, la région produise pas tout ce qu'on voudrait. Ça produit pas d'ananas, c'est vrai, ça produit pas de bananes. Donc si on veut des fruits, on mange ce qu'on nous offre. Si on veut des légumes, on mange ce qu'on nous offre. Donc c'est un engagement qu'on prend. Mais on pense que c'est juste et bien, à la fois pour le lien social que ça crée, à la fois pour la qualité des produits et la qualité de notre environnement ici localement. Donc oui, ça demande de l'adaptation. Ça demande de se dire qu'on va manger peut-être un peu plus de légumes secs que la moyenne des Français, qu'on va faire attention effectivement. Alors la viande de la ferme des Blottières, je la connais, elle fait partie de la MAP. C'est une viande qui vaut certainement un peu plus cher qu'ailleurs, mais c'est une viande de qualité. On en reparlera. La réponse est non. Alors, plus cher. Il y a 15 € le kilo en bio. Oui. Après, il faut apprendre à cuisiner tous les morceaux, il faut apprendre à cuisiner. Donc il y a aussi tout un savoir-faire. J'allais dire, de cuisinier, de cuisinière, de domestique, qu'il faut savoir absolument revaloriser aujourd'hui si on veut pouvoir consommer différemment. Écoutez, on s'en porte pas plus mal et on est heureux de faire ce qu'on fait. C'était quand même ma question. Est-ce que ça remet en cause votre engagement ? Enfin voilà, maintenant que vous avez expérimenté le truc. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, qu'on est dans cette AMAP. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'année où on fait des petits écarts. Je vous dis pas qu'on fait tout le temps. Oui. Écoutez, voilà, on est humain et on est limité. Et de temps en temps, voilà. C'est trompé d'invité. Voilà, c'est ça exactement. Non, mais simplement pour dire qu'effectivement, il y a des moments. Alors, la solidarité avec l'agriculteur est vraiment intéressante. Celle qui nous produit nos fruits et nos légumes, il y a des moments, elle nous a dit, voilà, cette année, les pommes, ça a moins bien marché que les autres années. Donc, pour le prix que vous avez payé d'habitude 1 kilo, là, vous n'aurez que 800 grammes, par exemple. Et effectivement, c'est de la solidarité. Est-ce qu'on connaît cette personne ? Est-ce qu'on a envie d'être solidaire de cette personne ? Et c'est le cas aujourd'hui. Benoît Singer. Moi, ce qui me fait réagir, si vous voulez, c'est qu'on est en train de... Alors, on parle de pesticides, puisque c'est le thème de la semaine. Pesticides, et donc, en fait, on parle d'agriculture conventionnelle, agriculture bio. Moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette approche prix, puisque c'en est une, c'est que le consommateur, aujourd'hui, par rapport à son ticket de caisse, il y a des charges masquées qu'il paye pour avoir, de l'alimentation bon marché. C'est-à-dire que, si vous voulez, s'il fallait inclure dans son ticket de caisse les 52 milliards d'euros que coûte tous les ans la dépollution de l'eau potable liée aux résidus de l'activité agricole, eh bien, je pense qu'on aurait aujourd'hui, un différentiel de prix qui serait largement en faveur de l'agriculture. Donc c'est une question d'information du consommateur. De soutien peut-être déguisé à un certain type de production, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contribuable français, le buveur d'eau français, alors on peut boire du vin, mais ce sera pareil. Le buveur d'eau français, donc le contribuable français, paye 52 milliards d'euros par an. Alors, c'est des chiffres qui ont été donnés par des commissions parlementaires. On peut les discuter. Et c'est pas pollueur-payeur. En fait, le principe, normalement, de pollueur-payeur n'est pas appliqué. On peut se dire que demain, si Bayer devait payer ces chiffres-là, il verrait peut-être les choses autrement. Vous voulez un autre exemple ? Aujourd'hui, si vous voulez, tous les ans, alors moi, je suis allé en vacances en Bretagne. La mer est belle, on n'a pas eu le droit à trop de canicule, c'était super. Mais tous les ans, il y a des centaines de milliers de mètres cubes d'algues vertes qui sont retirées des plages. Qui paye cet enlèvement-là ? En fait, si on appliquait le principe du pollueur-payeur, je pense qu'il y aurait un ratio, en tout cas, il y aurait une inversion de différence de prix entre l'agriculture moins polluante et l'agriculture... La parole est à Christiane Lambert. Moi, je pense qu'il faut faut regarder les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Les AMAP, c'est 2% de la consommation des Français. Les supermarchés... Alors après, est-ce qu'elles sont toujours bien réparties Attendez, 2 secondes. C'est 85%.
de la consommation des Français. Regardez, le samedi matin, les parkings de supermarchés sont pleins. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le prix. Et ce que vous évoquez sur le coût masqué, etc., moi j'ai entendu X fois au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil national de la transition écologique, cette affirmation-là. Comment faire? Comment le faire? Vous voulez taxer les produits? Regardez aujourd'hui tout le débat qu'il y a par rapport aux taxes sur les produits alimentaires. Il ne faut pas taxer, ça sera plus cher, etc. Donc moi je crois qu'il faut regarder. Et puis, les 52 milliards, je ne les ai jamais entendus. Je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas quelle est la source, mais vous allez sûrement nous le dire. Attention à ces chiffres balancés, c'est comme les 211 milliards d'aide à l'entreprise. Hein. On sait que ça a été démonté assez rapidement par certains économistes. Les consommateurs, il ne faut pas les incriminer. Il y a un sujet de pouvoir d'achat, mais il y a un sujet de priorité dans les achats. C'est Dominique Schelcher, le président de Super U, qui a fait un post LinkedIn récemment disant qu'aujourd'hui, une famille paye en moyenne 780 € pour l'abonnement à des plateformes. Alors, je ne les connais pas parce que moi-même, par an. Moi, je n'ai aucun abonnement, puis je vis très bien. Voilà, aussi, que ce soit Canal, Disney, Netflix, et 780 € par an. On fait des courses avec ça. Hein. Ouais. Donc, si vous avez ça, plus 4 téléphones portables par famille, etc. Plus la box, etc. Ouais. Et l'alimentation, qui était la dépense première, etc., est passée en 4e position. Aujourd'hui, le logement, qui coûte très cher. Très, très cher. Qui a augmenté de 31% en 5 ans. Les transports, parce qu'il faut se déplacer pour aller travailler, pour emmener ses enfants à l'école, etc., etc. 3e, les produits bruns, c'est-à-dire la téléphonie, les écrans, etc., etc. Et 4e position, seulement l'alimentation. C'est-à-dire que les Français veulent manger mieux, pour moins cher, et ils consacrent de moins en moins d'argent, mais sont très exigeants. J'ai entendu dans un sondage micro-trottoir, c'est pas vous, c'était sur France Info, une consommatrice, « Ah bon, ça me gêne pas de manger des œufs ukrainiens s'ils sont moins chers. » Ouais, il est marqué, ne respecte pas la réglementation européenne. « Oh, je m'en fous, c'est pas cher. » L'huile de vidange, ça donne un goût. Bastien, vous avez un chiffre là-dessus. Juste, je voulais rassurer Madame Lambert, vous pouvez trouver aussi les produits de la ferme des Blotières à Super U, à côté de chez vous. Très bien, j'irai les voir. Mais j'ai un neveu qui fait des produits aussi, donc on va manger local. On n'est pas que à la map de Bushman. Ouais. Non, et ce qu'il faut, je crois, comprendre, c'est que vous augmentez le pouvoir d'achat d'un ménage, les budgets alimentation ne vont pas augmenter plus vite que finalement tous les autres budgets. Ils vont même avoir tendance à augmenter plus faiblement. Je pense que Madame Witt est bien faire parler d'Annie Witt, justement. Le consommateur est réfléchi prix en premier, vous confirmez? Actuellement, oui, c'est une vraie tendance de fond. La sensibilité au prix, le consentement à payer, combien suis-je prêt à payer en période de crise, en période inflationniste. L'inflation transforme les comportements d'achat. On a véritablement ce qui a été évoqué précédemment, à savoir une descente en gamme. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette descente en gamme, elle transcende les revenus. Alors évidemment, c'est très vrai chez les foyers modestes, où là, vous avez 100% des consommateurs qui sont descendus en gamme au cours des 3-4 dernières années. Mais c'est vrai aussi chez les foyers aisés, vous avez comme 52% des foyers aisés qui sont descendus en gamme, 43% qui déconsomment. 43% des foyers aisés déconsomment eu égard à la crise du pouvoir d'achat et à l'inflation. Donc il y a une vraie tendance de fond avec une sensibilité au prix qui n'est malheureusement pas en faveur du local et du bio. Alors il y a tout ce qu'on dit, c'est toujours un petit peu la différence entre le déclaratif. Évidemment, quand on me sonde dans la rue, je vais dire moi je préfère aider le consommateur, l'agriculteur du coin, évidemment. Mais bon, finalement, une fois que je suis en magasin, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà. Et finalement, je vais aller sur ce qui est de moins cher. Et ce qu'on doit garder en tête, c'est en fait cette hyper polarisation des achats. C'est-à-dire, on a le retour en force du consommateur caméléon qui, effectivement, le matin, va aller acheter des œufs ukrainiens parce qu'ils sont moins chers et qu'après tout, quand même, je suis regardant à la dépense. Mais l'après-midi, j'ai peut-être envie de me faire plaisir avec une côte de bœuf Black Angus à peut-être des dizaines d'euros au kilo. Et donc, finalement, la tendance de fond, aujourd'hui, c'est cette hyperpolarisation, donc une sensibilité au prix pour acheter du très bas. Et dans le même temps, quand même, j'ai envie de me faire plaisir et je vais acheter du très cher. Alors, pas nécessairement sur l'alimentaire, mais voilà. Et finalement, tout ce qui est cœur de gamme, un peu le ventre mou, quotidien, aujourd'hui, le produit du quotidien, ne trouve plus
ne trouve plus tellement son marché. Effectivement, on a une polarisation du comportement d'achat du consommateur. Juste une petite nuance à ça. Est-ce que c'est pas aussi parce que les consommateurs se sont éloignés de leurs agriculteurs? Parce que on entendait justement Johan témoigner, on entend Benoît raconter aussi les relations qu'il peut avoir avec ses clients. Quand on Benoît, il doit se déplacer, quand on connaît, oui, mais quand on connaît la personne, quand on a l'habitude d'acheter chez lui, il se crée une relation et on est davantage prêt à faire l'effort. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on a éloigné le consommateur de l'agriculteur qu'on en arrive là? Mais alors, à Anjou et à Chemillé, oui, c'est facile, même à Segré, limite à Angers, on peut. Mais Paris, 16 millions d'habitants. Nous livrons à Paris. Comment faire La ferme des Blottières est partout. Ouais. Alors, moi, comment faire pour que ça change? C'est ça la question. Quelle solution? Certainement ce que disait monsieur, rapprocher le travail des agriculteurs, les savoir-faire, la qualité et le produit français, la fierté du produit français, toutes les aménités positives de la production en France. Moi, je suis dans le Sevréen, le paysage il est entretenu, on fait des cultures, on les autoconsomme, nos enfants vont à l'école, les petits-enfants vont à l'école maintenant, etc., etc. Éducation dans les écoles. Oui, mais il y a un plaisir aujourd'hui. Les enfants découvrent. Donner de la farine ou du blé à des enfants, ils trouvent fabuleux de transformer ça en gâteau. Il y a un problème d'éducation. Il y a les sites qui ont beaucoup joué, toutes les émissions de cuisine et aussi tous les sites Marmiton et compagnie qui permettent aussi d'apprendre facilement à cuisiner. Là où on ne sait plus faire une blanquette ou certains parents ne savent pas faire. Il y a aussi tout un travail qui a été fait par la profession avec les logos viande de France, œufs de France, fleurs de France. C'est pareil pour les fleurs. On est ici en Anjou, grand pays horticole. On apporte 90% de nos fleurs. Mais ça s'inverse un peu. Et puis la transparence, là où c'est extrêmement important aussi, né, élevé, abattu, transformé en France, ça veut dire quelque chose. Et je crois que les consommateurs aujourd'hui regardent ces logos-là, mais à nous de leur dire aussi, quand vous achetez un produit local, à Chemillé ou ailleurs, vous consolidez une économie territoriale. Sinon, on aura un pays de consommateurs chômeurs. Benoît, puis après, Dany. Pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Madame Lambert. Je vais même aller plus loin, si vous voulez, en parlant de marketing, en parlant d'impact de ce que peut faire aujourd'hui l'agro-industrie. Je vais prendre l'exemple, si vous voulez, d'un beurre qui est très connu, qui est le beurre phare, entre guillemets, de la marque du côté de... On ne cite pas de nom, c'est Lactar et puis plus loin, mais... sur l'emballage, vous avez beurre produit majoritairement avec du lait français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une logique tout à fait industrielle. C'est tant que le lait français est pas trop cher encore, on le prend. Et puis par contre, dès qu'il est un peu trop cher ou qu'il dépasse le coût que l'on veut, on va se servir ailleurs. Et donc, ce que ça induit, si vous voulez, c'est que ça tire les prix vers le bas chez nous, mais le consommateur en face, il voit un beau, une belle mode de beurre avec plein de lions de Normandie dessus, et en fait, il est complètement floué. Un autre exemple, si vous voulez, le jambon de Vendée. Le jambon de Vendée, vous dites, chouette, justement, je soutiens les producteurs de porc vendéens. En fait, aujourd'hui, le plus gros producteur de jambon de Vendée, qui est situé à Pouzauges, c'est Fleury, puis après, je vous laisse terminer. Je crois que c'est 50, 60, 70% du cochon qui est transformé là-bas, qui vient d'Espagne, d'Allemagne. Est-ce que c'est normal ? On fait du jambon de Vendée avec de la mat. Il n'y a pas de breton à faire de cochon Mais pas assez, monsieur. On est importateur structurel de jambon. Pardon, d'abord, c'est 20% qui sont importés. C'est pas 80%. Là aussi, vous maquillez les chiffres. Je connais bien le secteur. Il n'a pas dit que c'était 80%. Il a dit que c'était les cochons qui étaient importés chez un producteur à 80% de l'extérieur. Oui, il n'a pas dit que tous les cochons Non, il a dit chez Fleury-Michon, puisqu'il faut le citer, puisque vous dites Vendée, Pouzauges, voilà, on l'a compris. J'ai des chiffres. C'est 20%. Mais moi, j'ai les chiffres aussi. Je suis présidente des industriels de la charcuterie, si vous voulez, depuis quelques mois, donc j'ai tous les chiffres en main et j'y vais même visiter la semaine prochaine. Et pourquoi ? Parce qu'on a pas assez parce qu'on est des Français qui consommons des jambons, il faudrait des cochons à 6 pattes. Parce qu'on mange beaucoup de jambon et pas le reste. Ce qu'on ne mange pas, les oreilles, la queue, les viscères, etc., on l'envoie aux Chinois. Il y a un équilibre matière, on importe certaines pièces, on exporte d'autres pièces. Moi, je ne vais pas vous condamner à manger des oreilles de cochon tous les matins. Vos enfants, ils préfèrent le jambon, sûrement, etc. Mais si on ne peut pas construire de bâtiments et de porcheries, 36% de la production porcine française est détenue par des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. C'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, il y a 36% de la production qui va changer de main. Soit on construit des porcheries, on modernise, on fait du bien-être animal et de la biosécurité, parce que ça aussi c'est très important, mais il faut pouvoir construire des bâtiments.
soit on continuera à importer davantage. Alors, Donc, les chiffres, si on veut, c'est vous qui allez les donner parce que je ne les ai pas, mais le volume de porcs vifs qui partent de Bretagne peut être abattu en Europe de l'Est. Il n'est pas abattu en Europe de l'Est. Certains sont abattus. Non, mais ça, c'est faux. C'est du délire. Non, il y en a qui sont abattus en Espagne quand il y a trop de porcs à certains moments, et parce que certains boursicotent, parce qu'ils sont payés plus cher en Espagne, disons-le, mais il n'y a aucun porc qui passe faire battre en Pologne. C'est pas vrai. Elzer. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, de monsieur. Sabran. Allez-y. Non, mais juste rajouter un mot, effectivement, la question des morceaux, c'est-à-dire qu'il y a eu une spécialisation des productions, puis il y a une spécialisation du goût des consommateurs aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mange mais on les a habitués à ça. Non, mais on est habitué, parce que on a adapté le goût des consommateurs. Alors, il faut arrêter aussi de rêver, de penser que c'était mieux avant, parce qu'au XVIIIe siècle, 85% de la ration alimentaire française, c'était de la miche, c'était le pain, c'était de la céréale. Donc, on a bénéficié d'une amélioration globale du choix, du choix et de produits consommables par les consommateurs, ce qui a développé française de la cuisine. Mais aujourd'hui, globalement, sur un bœuf, ça m'étonnerait que vous arriviez à vendre absolument toute pour de la production humaine, y compris la tripe de bœuf, qui est pas facile à vendre. Moi, j'adore ça, mais il y a un public. Très bien. Mais il y a un public, mais pour toute la filière, c'est pas le cas. Parce que voilà. Et il y a aussi un dernier point, c'est qu'il y a cette perte aussi de logique et de ce qu'on appelait l'économie domestique autrefois. Puis il y a des choses aussi qui sont pertes. Moi, je reviens de vacances. Mon fils a passé 15 jours en atelier conserve à la maison pour faire du haricot vert en conserve, pour faire des pommes, de la compote et compagnie. Parce que chance d'avoir encore un potager à la maison, mais ça s'est perdu aussi. Et c'est vrai que le coup de la MAP où on bouffe que du chou, alors la question c'est est-ce qu'on peut avoir de la MAP qui fait de la conserve et qui vous vend, parce que le coup classique pour manger des légumes hier c'était la conserve. Ça remonte pas la semaine dernière, mais il faut pouvoir le faire, c'est des règles sanitaires à respecter. Alors on peut s'amuser à faire ça quand on a son jardin, mais quand vous voyez les haricots verts arriver puis les tomates d'un coup, au bout d'un moment vous en avez mangé pendant 3 jours, puis vous faites des conserves parce que vous en pouvez plus. On en est tous là. Retrouvez le bon sens. Les AMAP ont permis d'acheter 30 kilos de tomates et de faire plein de conserves. Voilà. Je vous rassure. Mais il faut le faire, mais c'est un vrai ça choix. Prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Mais alors justement, moi et sans botulisme comme à Cholet. C'était ça qui m'interpellait aussi, parce qu'effectivement, il a été rappelé que cette semaine nous parlons des pesticides, et donc c'est vrai qu'il y a une vraie question derrière ça, mais il y a aussi une question par rapport à la question de la santé de notre population, qui est la surtransformation en fait. Ça rend malade. Et c'est sûr que quand on ajoute plein de sucre dans les choses pour la conservation, etc., c'est un peu moins bien. Donc on peut parler de pesticides par rapport au monde agricole en disant c'est terrible, ils nous empoisonnent, etc. Il faut voir aussi comment, en profitant à fond de l'agroalimentaire, on avale aussi des choses qui sont pas non plus terribles, quoi. Donc... Pourquoi l'agroalimentaire s'est développé, monsieur ? Pourquoi aujourd'hui les consommatrices vous savez, madame, achètent plus de pommes de terre, achètent plus de pommes de terre épluchées ou de betteraves rouges déjà cuites et épluchées que des légumes comme ça. Parce que le temps de préparation, se salir les mains... Moi, il y a 40 ans, j'étais au CNJ, j'étais jeune à l'époque. Et on me disait, tu verras, dans quelques années, on vendra plus de pommes de terre épluchées. J'y croyais pas. Interrogé aujourd'hui. Mais c'est pas parce que les gens le font que c'est bien. Mais oui, mais enfin, attendez, vous voulez dire aux gens, t'es pas un bon consommateur, faut que t'épluches tes pommes de terre. Bah oui, pourquoi pas. Il y a la façon de le dire. On va interroger aussi Danivit. Oui, peut-être revenir sur le rôle essentiel que joue aussi le marketing d'Anivit sur nos orientations d'achat en fait. On est des victimes. Ah non, je pense pas qu'on puisse se dire ni des victimes, ni être manipulé. Je pense qu'on entend aussi ce qu'on veut. Nous, en tant que consommateurs, peut-être même que si j'osais, je pourrais dire qu'on est finalement un petit peu aussi responsable de tout ça. Ça a été dit auparavant, mais effectivement, on voudrait du beau, du bio, du local, mais surtout quand même pas très cher. Non, à un moment, il va falloir se dire qu'on ne peut pas tout avoir. Il y a dans ce qui a été dit précédemment, je vous rejoins évidemment sur cette idée d'aller éduquer le consommateur. Il y a une confusion terrible entre les produits labellisés, les produits bio, le produit local, parce que dans mon petit esprit de consommateur, le local c'est du bio, mais pas toujours. Mais finalement, moi, je vois sur mon produit la tête de l'agriculteur. On me dit, ça vient de là. Du coup, c'est entretenu par les marques. D'ici, oui, c'est entretenu par les marques et par les grands distributeurs. Quand on creuse un peu, ce produit d'ici, finalement, il a été transformé
autour de mon magasin. Puis quand on creuse un peu, le autour du magasin, ça devient à 50 km. Alors effectivement, le local finalement perd un petit peu de son sens. Et c'est-à-dire qu'on est allé aussi sur de la proximité géographique. Aujourd'hui, on a accès à des points de vente, à des drives, à du multicanal partout. Donc tout partout, je peux faire mes achats partout. Et au détriment de la proximité relationnelle, ce dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, si j'ai en face de moi quelqu'un, je vais peut-être consentir mon consentement à payer 1 ou 2 euros de plus, se fera plus facilement. Donc la vraie solution, et ça, mais les grands distributeurs finalement sont en train de l'intégrer, et de remettre cette proximité relationnelle au centre de la consommation. On a été dans cette course effrénée à la recherche de la rentabilité. On avait imaginé qu'il fallait mettre des magasins partout pour multiplier les points de contact entre les consommateurs et les magasins. On en revient. On se rend compte que finalement, ce que recherche mon consommateur, c'est surtout de la valeur. Et pour faire de la valeur, il faut que je lui propose de l'expérientiel, il faut que j'ai quelque chose en plus. Finalement, ma bouteille de marque X ou mon pot de pâte à tartiner de marque Y, qui sont à peu près les mêmes partout avec à peu près les mêmes prix, c'est pas là-dessus que je vais pouvoir faire la différence. Ça va véritablement être sur la partie locale des assortiments. Et ça, les grands distributeurs aujourd'hui s'en rendent compte. Donc de plus en plus, on a des produits locaux, des rayons bio. Alors le bio perd un petit peu de vitesse, même si les acheteurs de grandes surfaces spécialisées sont passés un petit peu sur les grandes et moyennes surfaces. Globalement, le local, lui, a plutôt le vent en poupe dans la grande distribution. Et puis, on revient un peu quand on interroge les consommateurs sur cette idée de perception du temps. Et effectivement, faire des courses, on se rend compte que je veux bien déléguer en fait l'achat des couches-culottes, des packs d'eau et puis des choses un peu pas très sexy et lourdes à mon hypermarché. Mais finalement, quand il s'agit d'aller choisir mes poireaux et d'aller acheter un steak, j'aime bien quand même revenir sur du local. Donc là, à nouveau, on a cette polarisation. Je délègue sur des produits peu impliquants, mais quand ce sont des produits impliquants, je retourne au marché, je retourne en magasin de proximité. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de supérettes. Les magasins de proximité, aujourd'hui, ils sont encore pas trop moches, ils sont même plutôt beaux. C'est plus du tout les petites supérettes d'il y a 20 ans où on allait pour se dépanner. Aujourd'hui, on y va pour de vrai, pour faire des achats. On arrive donc, il y a un à la vrai dernière question sur l'alimentaire. Oui, dernière question, Bastien. Et le temps. Et vraiment, les consommateurs sont prêts à prendre du temps pour cuisiner de plus en plus. Alors bon, on n'est pas revenu au niveau d'il y a quelques décennies, mais voilà. Tout le monde n'est pas convaincu par ça. Je me dis que la tendance de fond, elle est plutôt intéressante. Merci beaucoup, je pense Dany que tout le monde n'est pas convaincu par ça. Peut-être une réaction en 30 secondes si vous arrivez à tenir le rythme, Christiane Lambert. Non, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à la fois à un vieillissement de la population, donc des consommations différentes, de plus en plus de foyers solo, 71% des foyers sont 2 personnes, moins de temps pour cuisiner, et donc des achats de tout près. Les grands distributeurs développent leur rayon traiteur, plat tout près. Et donc, moi, mais tout le monde regrette que ça n'ait pas beaucoup de goût, en général. Je suis convaincue, pas toujours, il y en a du très bon aussi. Moi, je suis convaincue que sensibiliser, éduquer, et oui, il y a un consentement à payer chez certaines personnes, saisissons ces opportunités vis-à-vis des ambassadeurs-là. Bon, merci beaucoup. On pourra encore rester des heures. Heureusement, il nous reste une émission. Ça se passe demain à partir de 18h30 sur notre antenne. On vous donne rendez-vous. On parlera aussi de la question de la législation. Je crois que les règles ne sont pas les mêmes pour tous. On parlera aussi de cette question du point de vue de l'Europe. Rendez-vous demain à 18h30. D'ici là, on vous attend aussi sur les réseaux avec vos questions. Merci à tous pour votre participation. À demain.